Donc, cette communication, pardon, elle s'inscrit dans le cadre de ma thèse qui porte sur l'élaboration et l'institutionnalisation de dispositifs à destination des salariés LGBT dans les grandes entreprises françaises. Et cette thèse, elle est basée principalement sur une monographie d'une grande entreprise française du secteur de la défense et des hautes technologies, où dans le cadre d'un contrat doctoral, je suis également chargée de projets diversité. Donc, je suis participante observante dans l'équipe diversité et inclusion. J'en parlerai un petit peu rapidement en présentation de mon terrain. Donc, pour un petit peu revenir sur le contexte, les politiques de diversité des entreprises françaises, elles ont émergé dans les années 2000 dans un contexte d'injonction des normes européennes et d'influence des législations et des entreprises américaines. Elles englobent généralement de la communication interne, externe, la signature de chartes, des accords d'entreprise, des instruments gestionnaires, des formations, des sensibilisations. En France, les entreprises, elles se sont peu à peu emparées, en plus de ce qu'elles faisaient déjà sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les salariés en situation de handicap. Elles se sont ensuite progressivement ouvertes aux discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Entre 2012 et 2022, on a 123 entreprises qui ont signé la charte d'engagement LGBT de l'autre cercle que vous pouvez voir sur l'écran. Donc, l'autre cercle qui a été créé en 1997, c'est l'association qui se définit comme l'acteur français de référence pour l'inclusion des personnes LGBT dans le monde du travail. Et cette charte, c'est souvent la première étape du cheminement des entreprises en France quand elles décident de mettre en place des actions liées aux minorités de genre et de sexualité, notamment par les services diversité. Donc, ma thèse, elle porte sur l'élaboration et le déploiement de ces politiques. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans mon terrain, c'est d'aller voir notamment la réception de ces politiques par les salariés. Et donc, je me suis déplacée dans pas mal de sites de l'entreprise que j'étudie en diffusant des appels à témoignages pour essayer de parler à des salariés issus de minorités de genre et de sexualité qui répondraient à ces appels, en précisant que ces appels étaient ouverts à tous pour que les personnes LGBT se sentent plus à l'aise de venir me voir si elles n'étaient pas out au travail et que elles se sentent pas trop mises en lumière en venant me parler. En diffusant ces appels à témoignages, j'étais persuadée que j'aurais que des personnes issues de minorités de genre et de sexualité qui me répondraient, qui seraient intéressées par le sujet de l'inclusion LGBT et qui passeraient environ un peu plus d'une heure de leur temps à venir me parler. Et au fur et à mesure que je menais des entretiens, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une certaine partie des personnes qui me répondaient qui étaient des personnes cisgenres, hétérosexuelles. Donc, sur les 90 enquêtés de l'entreprise, il y en a 39 qui sont pas issus de minorités de genre et de sexualité, donc un peu moins de la moitié. Et sur les 39, 18 qui sont des hommes cisgenres hétérosexuels. Au début, j'étais presque un peu frustrée en fait parce que moi, je voulais parler à des salariés LGBT et en fait, au fur et à mesure de ces entretiens avec des hommes cisgenres hétérosexuels et d'analyser leur discours, je me suis dit qu'en fait, c'était un matériau vraiment très intéressant pour comprendre l'impact des politiques de diversité dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment demandé pourquoi ils viennent participer à ces entretiens. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans les grandes entreprises françaises, la promotion de la diversité, c'est devenu une pratique gestionnaire courante qui vient légitimer des politiques mises en place dans l'entreprise. Dans l'entreprise Innova que j'étudie, ça va se traduire par le déploiement de modèles de leadership où on encourage les managers à être inclusifs, par exemple. Ça va être aussi le déploiement de guides du manager inclusif, la signature de chartes, etc. Et ces dispositifs, ils sont pas spécifiques à cette entreprise, ils sont communs dans les acteurs du champ de la diversité, dans d'autres entreprises, dans des organismes, des associations qui vont accompagner les entreprises à mettre en place des dispositifs, qui proposent des guides de management, des guides pour l'inclusion des personnes LGBT, des bonnes pratiques pour accompagner les salariés en transition, etc. Donc moi, j'ai collecté tous ces dispositifs dans l'entreprise. J'ai mené aussi des entretiens avec des responsables diversité d'autres entreprises pour avoir des éléments de comparaison. Et donc là, je me concentre vraiment sur les cadres hétérosexuels, cisgenres masculins qui ont répondu à l'enquête. Leurs caractéristiques, ils sont tous blancs, ceux que j'ai pu rencontrer. Ils ont entre 28 et 60 ans et ils sont principalement ingénieurs, sachant que c'est une entreprise
vraiment à dominante ingénieur avec 75% d'hommes. Mais j'ai aussi quelques cadres commerciaux, des directeurs de sites, etc. Donc là, je me demande vraiment pourquoi et comment la revendication de l'acceptation des minorités de genre de sexualité, elle devient une norme managériale et dans quelle mesure ça contribue à maintenir l'injonction d'invisibilité qui pèse sur les salariés LGBT. Donc, dans un premier temps, pendant l'entretien, les enquêtés vont insister, ils vont faire leur coming out hétérosexuel parce qu'ils sont dans une situation où en fait leur hétérosexualité elle n'est pas évidente parce qu'ils sont dans un entretien sur l'inclusion LGBT. Donc ils vont insister sur le fait qu'ils soient homosexuels en parlant hétérosexuels pardon, en parlant de leurs enfants, de leurs femmes, ils vont bien insister là-dessus. Ce qui n'est pas le cas chez les enquêtées femmes hétérosexuelles. Souvent, elles me le disent quand je leur demande et elles vont pas parler de leur conjoint pour justifier le fait qu'elles soient hétérosexuelles. Une fois qu'ils ont du coup bien montré leur hétérosexualité, ils expliquent qu'ils veulent faire entendre leur voix en tant que ils veulent donc voilà être sûrs que leur identité est prise en compte dans l'enquête parce que ils me disent tout le temps que ça doit être les seuls à participer, ils doivent être la seule personne comme eux à venir répondre, ce qui est en fait pas le cas, mais c'est une façon pour eux de se sentir représentés, de revaloriser leur identité et de bien insister sur le fait qu'ils sont représentants du groupe majoritaire. Une fois que ça s'est posé, c'est important pour eux de prouver leur gay friendliness, leur acceptation des minorités de genre et de sexualité en mettant en avant toutes les personnes LGBT qu'ils connaissent. Souvent, ils vont lister sur les doigts de leurs mains leurs frères, leurs sœurs, leurs voisins, de leurs proches LGBT. Et ça, c'est uniquement dans le cadre privé parce que très peu, en fait, connaissent de personnes LGBT parmi leurs collègues. Donc, ça va être la partie de l'entretien où ils vont justifier leur statut de manager inclusif, tout en précisant bien leur hétérosexualité et bien montrer donc dans le contexte du travail que ce sont des managers inclusifs. Mais une fois qu'on creuse un peu, on se rend compte que cette acceptation qu'ils mettent en avant, elle est quand même limitée, elle est sous condition. Ces enquêtés, ils sont peu réceptifs aux discriminations qui sont vécues par les minorités de genre et de sexualité. Donc en parallèle, je mène beaucoup d'entretiens avec des personnes LGBT. Il y a également des baromètres sur l'inclusion LGBT qui sont déployés dans l'entreprise. Donc on a des chiffres, on sait que ces salariés, ils font face à des discriminations. Les propos homophobes, transphobes sont fréquents. Mais quand on parle aux enquêtés, donc cisgenres, hétérosexuels, en particulier les cadres, eux affirment ne pas voir de telles discriminations, ou bien ils vont avoir tendance à les minimiser. Par exemple, le témoignage de Loïc qui dit que l'ambiance elle est bonne quand même, mais voilà, j'ai jamais assisté à des problèmes. Bon, il peut y avoir de temps en temps des propos comme PD, enculé qui vont passer par là, mais pas en le pensant, jamais pour viser quelqu'un. Donc en fait, même quand ils décrivent en fait des situations de discrimination, pour eux c'est pas vécu comme ça. C'est des blagues, des petits commentaires qui vont pas affecter en fait d'autres collègues. Ensuite, l'acceptation, elle est remise en question dès qu'on aborde la visibilité des minorités de genre et de sexualité. Pour eux, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est des sujets privés, sachant qu'ils reconnaissent tous quand même parler en rentrant du week-end de leurs enfants, de leurs femmes à leurs collègues. Mais pour eux, l'orientation sexuelle, ça va être du privé et ils comparent ça au loisir, à la religion. Par exemple, comme Anthony qui dit que dans l'entreprise, c'est un peu déplacé, il trouve bien que ce soit discret, que ça reste personnel, comme les religions. Donc en fait, pour eux, ça n'a pas sa place dans l'entreprise. Et donc, ça vient renforcer l'injonction qui pèse sur les minorités de genre et de sexualité à rester dans le placard, à ne pas en faire un sujet. Également, eux considèrent que le fait que ce soit pas un sujet dans l'entreprise, ce soit en fait une preuve d'inclusion, parce que justement, ça pose pas problème, on n'en parle pas, c'est un non-sujet, il n'y a pas de différence entre les salariés. Pour eux, c'est pas le signe que justement ce soit en fait un tabou et que les personnes sentent pas à l'aise de parler de leur partenaire au travail, par exemple. Enfin, cette acceptation, elle traduit pas non plus un soutien des politiques de diversité.
souvent ces enquêtés, ils trouvent que ces politiques de diversité, en fait, c'est pas du rôle de l'employeur, ça n'a pas la place dans l'entreprise et donc ça va pas non plus, cette acceptation, elle se traduit pas par des changements, de comportement, des pratiques concrètes qui viendraient, appuyer le fait que ce soit des managers inclusifs. Donc alors que cette acceptation, elle est quand même limitée, pourquoi ils vont la revendiquer et mettre en avant, leur, gay friendliness. Donc là, dans les entretiens, cette acceptation, pardon, elle est bénéfique en fait pour les enquêtés. D'abord, ils la mettent en avant vraiment comme une preuve d'adhésion aux valeurs de l'entreprise. Donc l'entreprise, elle diffuse des campagnes de communication, des mails, des guides, etc. pour promouvoir un management inclusif. Donc, en tant que cadre, ces enquêtés montrent qu'ils répondent aux attentes d'inclusion qui sont communiquées par l'entreprise et ils montrent vraiment leur adhésion aux valeurs qui sont diffusées dans l'entreprise. Pour les enquêtés qui sont un peu plus âgés, pour eux, c'est une façon de montrer qu'ils sont adaptables et qu'ils sont encore des acteurs clés pour l'entreprise, qu'ils sont encore dans l'air du temps, qu'ils s'adaptent aux nouvelles valeurs, ce qui est une compétence qui est recherchée chez les cadres. Tout ça, ce sont des discours qui sont vraiment absents chez les femmes hétérosexuelles, qui montrent la spécificité donc de ces cadres masculins. Pour les femmes qui participent à l'enquête, elles le justifient davantage par le fait qu'elles veulent aider l'enquête, qu'elles veulent y participer, qu'elles ont des proches LGBT, donc ça les touche, et surtout que, en tant que femmes, elles sont une minorité dans l'entreprise, elles sont victimes de sexisme, et donc elles viennent témoigner de leur propre statut de minorité dans une entreprise à dominante masculine. Enfin, visibiliser son adhésion le fait qu'on est inclusif, c'est bénéfique pour les hommes, mais pour les femmes, ça pourrait avoir comme conséquence de les faire percevoir comme trop militants, trop féministes, et du coup, ça leur porterait préjudice, alors que ça va pas être du tout le cas chez les hommes. En deuxième bénéfice qui est tout le temps présent dans les entretiens avec les enquêtés, pour eux, c'est un moyen de se distinguer d'autres populations de l'entreprise, en particulier les ouvriers et des salariés qui sont géographiquement situés dans d'autres endroits. Les enquêtés, donc ils sont tous des cadres, ils dépeignent les ouvriers comme étant homophobes, sexistes, peu éduqués, alors que eux, en tant que cadres ingénieurs, ils estiment que c'est pas du tout le cas. Ils se décrivent comme étant ouverts d'esprit, étant tolérants, et ils vont justifier ça par leur niveau d'études qui est élevé. Et ça, c'est vraiment caractéristique des classes supérieures pour mettre à distance des classes populaires et racisées, sachant que ça va quand même pas dans le sens des témoignages des salariés LGBT qui, eux, témoignent de discrimination à tout niveau de l'entreprise. Ils témoignent de discrimination aussi de la part d'ingénieurs et qu'ils estiment même étant plus insidieuses et plus pernicieuses. Mais pour les ingénieurs, chez eux, donc là, on a le témoignage de Georges qui dit que c'est un environnement assez privilégié par rapport au niveau culturel, social des gens, qui s'est jamais retrouvé au milieu de gens qui tenaient des propos insultants, des vulgarités, racistes ou quoi que ce soit. Alors que ça va pas être ce qu'on retrouve dans les propos des salariés LGBT. Donc pour eux et on retrouve aussi ce moyen de distinction par rapport à, des salariés qui sont ailleurs dans l'entreprise, géographiquement. Chez les grandes villes, ça va être de dire que dans les petites villes, ils sont homophobes. Ceux qui sont en région parisienne, ça va être de dire qu'ailleurs en France, là, les personnes sont homophobes, sexistes, et cetera. Mais ça, en fait, c'est vraiment un moyen de se distinguer de l'autre parce que des enquêtés dans des petites villes, cette fois-ci, ça va être eux qui vont dire qu'en fait, dans les grandes villes, c'est plus compliqué, ils sont plus homophobes. Donc ça repose pas du tout sur des faits qui sont prouvés, qui sont véridiques, mais c'est vraiment un moyen de se distinguer, d'autres populations dans l'entreprise. Et donc ces cadres, ils parviennent en fait à faire de ces politiques de diversité une ressource, alors même qu'ils sont pas ciblés par ces dispositifs. Ils sont pas, et donc en fait, ils vont se réapproprier ces politiques pour renforcer leur légitimité en tant que cadre et en tant que population dominante, en se distinguant d'autres populations dans l'entreprise. Alors, je crois que j'arrive vers la fin. Une minute.
pour la conclusion, donc cette figure du manager inclusif, c'est une façon pour les cadres masculins de montrer leur adhésion aux valeurs de l'entreprise, de renforcer leur légitimité professionnelle et de se distinguer des populations ouvrières et géographiquement éloignées. Donc en fait, cette norme, elle vient servir les intérêts des cadres. Elle vient pas du tout remettre en cause l'hétérosexualité qui est associée à ce statut, mais justement, elle vient légitimer les cadres dans leur position de pouvoir dans l'entreprise. Mais cette position d'acceptation, elle rencontre des limites. Ils ne perçoivent pas, voire ils minimisent les discriminations qui existent dans l'entreprise. Ils sont réticents face à la mise en place de dispositifs à destination des minorités de genre et de sexualité. Et ils sont réticents également face à la présence de ces sujets qu'ils considèrent comme relevant de la vie privée. Donc, on n'observe pas de changement de comportement chez les cadres qui se revendiquent comme étant des managers inclusifs. Ça va pas venir transformer les rapports de force au sein de l'organisation qui se recrée à différents niveaux et face auxquels les politiques de diversité observées qui se focalisent sur des aspects limités des discriminations ne suffisent pas pour remettre en cause ces normes qui existent. Merci.